Bonsoir, bienvenue dans les débats de 2012, J-2 avant le premier tour des élections législatives. Et dernier appel à la mobilisation, François Hollande souhaite une large majorité et Jean-François Copé demande à ses électeurs d'éviter l'irréparable. De son côté, le gouvernement s'est mis au travail, encadrement des loyers, salaire des patrons du public, réforme des retraites. Vous le voyez, une actualité très riche, beaucoup de thèmes pour notre débat et deux invités. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Ministre du redressement productif, vous êtes en première ligne dans le gouvernement Hérault. Face à vous, Henri Guénaud, bonsoir également. Bonsoir. Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, vous vous présentez pour la première fois devant les électeurs dans ces élections législatives. Et puis, pour vous interroger, comme chaque semaine, Gilles Leclerc de Public Sénat et Luc Bronner du Monde. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voilà donc au cœur de la bataille des législatives et sur cette réforme des retraites. Première question pour vous, Arnaud Montebourg. Est-il raisonnable de financer cette réforme avec une hausse des cotisations patronales et salariales, même si cette hausse est très mesurée? D'abord, c'est la réparation d'une injustice. Dieu sait si la réforme qui avait été imaginée par l'ancien président Nicolas Sarkozy avait été contestée, puisque 85% du fardeau pesait sur les seuls salariés. Donc le déséquilibre était quand même patent et c'est une des réformes les plus dures de l'Union européenne. Il n'est pas vrai que c'est un rattrapage de la France. C'était presque une sorte d'avant-gardisme dans la régression sociale que cette réforme dans l'Union. Donc notre choix était de réparer l'injustice et de construire le rééquilibrage. C'est un coût très modéré. D'ailleurs, je voudrais dire, puisque nous entendons M. Copé et ses exagérations habituelles, que la hausse de cotisation qui est homéopathique aura pour conséquence une hausse sur les cotisations salariales des salariés de 1,40 € par mois. Donc on voit bien pour... Alors là, vous parlez des salariés pour un salarié au SMIC. SMIC. Voilà, pour un salarié au SMIC. Et il y a eu un calcul de l'UMP. Pour un couple qui gagne 3 000 €, on arriverait, si on suit le calcul de l'UMP, aux alentours de 230 € par an. Nous contestons ce calcul et l'ensemble des chiffres qui sont délivrés d'ailleurs au Conseil des ministres par Mme Marisol Touraine, aujourd'hui ne sont pas contestés par les partenaires sociaux. Donc je crois que chacun a compris qu'il s'agissait là d'un signal de réparation d'une injustice. Ceux qui ont travaillé le plus tôt, les carrières longues, et qui sont obligés de travailler plus que les autres, 42, 43, 44 ans, et de cotiser plus que les autres, qui sont généralement les personnes les plus atteintes dans leur santé parce qu'ils ont été plus exposés que les autres, parce qu'ils ont travaillé plus longtemps. C'est une mesure de justice sociale. L'effort doit être harmonieusement réparti et nous ne sommes pas étrangers au mot effort. Mais nous voudrions que dans cette période d'entraide nationale, chacun se donne la main avec une juste répartition de l'effort en fonction de ses moyens. Henri Guénaud, de son côté, Jean-François Copé parle d'un cadeau électoral en parlant de cette réforme des retraites. Est-ce que vous reprenez cette expression? Non, c'est pas un cadeau électoral, c'est effectivement la conséquence des engagements qui avaient été pris. Mais premièrement, quels étaient réellement les engagements? Qu'est-ce qu'ont entendu les Français pendant cette campagne? Ils ont entendu à plusieurs reprises que tous ceux qui avaient atteint la durée de cotisation minimale pour pouvoir prendre sa retraite à taux plein pourraient la prendre dès 60 ans. Ça n'est évidemment pas ce qui a été fait. Alors on me dit, M. Hollande n'a jamais dit ça. Moi j'ai vu son spot de campagne du premier tour, il disait exactement cela. Donc ils ont pensé que tout le monde, ayant acquis les trimestres nécessaires, pourrait partir à 60 ans. Ce n'est pas vrai. Donc vous dites qu'il y a eu une fausse promesse. Il y a une ambiguïté savamment entretenue, et on voit bien au bout du compte que si on était allé au bout de cette idée de remettre pour tout le monde la retraite à 60 ans, eh bien le trou aurait été tel que... il aurait fallu augmenter les charges, non pas homéopathiquement, comme dit M. Montebourg, mais d'une façon tellement massive que ça aurait été intenable, surtout dans la période actuelle. Je veux rajouter autre chose. La justice, bien sûr, simplement, les carrières longues, elles étaient déjà prises en compte pour tous ceux qui avaient commencé à travailler avant 18 ans, et que là, on rajoute seulement ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 19 ans. Ce qui fait quand même, selon les calculs, environ 110 000 personnes par an, ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est jamais rien, il n'y en aurait qu'une, ça serait pas rien pour celui qui serait concerné, mais sur la masse des retraités et des gens concernés par la réforme de l'âge de la retraite, ça fait très peu. Bon, ça fait très peu. Ça coûte quand même
Alors, on peut se battre sur les chiffrages, 2, 3 milliards, je n'en sais rien. On annonçait 5 pendant la campagne. D'ailleurs, assez étrange, on disait, je l'avais chiffré à 5, finalement, il n'y en a que 2, donc on fait des économistes. C'est un peu curieux comme calcul. Mais enfin, il faut augmenter, il n'empêche, il faut augmenter les cotisations et il faut augmenter les charges. Bon. Et pour le ministre du redressement productif, et même si c'est pas beaucoup aujourd'hui, à force de pas beaucoup en pas beaucoup, ça finira par faire beaucoup. Augmenter le coût du travail, c'est pas la meilleure façon d'assurer le redressement productif. On va laisser répondre Arnaud Montebourg. Déjà, sur un point, est-ce que c'était une vraie ou une fausse promesse? D'abord, il n'a jamais été dit, puisque nous avons eu le débat autour de François Hollande, devenu aujourd'hui président de la République, de savoir quel était notre choix sur la retraite à 60 ans. Notre priorité était de réparer l'injustice sur les carrières longues. Et pour le reste, de laisser le dialogue social s'engager sur la question de savoir ce qu'il faudrait préférer. Et je rappelle que ce sommet social qui a été engagé inclura les questions de compétitivité, et y compris du coût du processus de fabrication sur la base industrielle France. Donc cette question va être dans la discussion, et notamment la question de la réindustrialisation. C'est la première fois d'ailleurs que dans un sommet social, on va parler quand même avec Bercy, d'économie, d'industrie, d'une façon aussi forte. Alors Henri Guénaud, je n'ai pas terminé sur un point. Vous comprenez que la Montebourg, question de l'équilibre global passe pour nous, selon notre conception, par un échange de concessions réciproques entre les partenaires sociaux. Et que nous prenons très au sérieux le processus du dialogue social. D'ailleurs, dans la campagne, nous avions dit, sur la question de la retraite, ça nous le ferons par décret, ça avait été dit, et le reste relèvera du dialogue et de l'échange de concessions réciproques. On a compris la précision. Intervention rapide d'Henri Guénaud sur ce point, et puis question de Gilles le faire Leclerc. par décret, c'est une mesure symbolique qui coûte très cher pour le symbole. Mais je voudrais vous dire, Arnaud Montebourg... Donc elle n'est pas symbolique. Si elle est symbolique, mais elle coûte cher. Ça ne concerne que 110 000 personnes, mais ça coûte très cher. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas faite. Parce que la justice, tout le monde est pour la justice. Le problème, c'est de savoir à la fin qui paye et quelles sont les conséquences de ce qu'on décide. Juste sur les sommets sociaux, pardon, mais Bercy a toujours été présent dans les sommets sociaux et la question de la compétitivité a toujours été discutée en même temps que la question de la justice sociale depuis 5 ans. On a compris Henri Guénaud. Question de Gilles Leclerc. Arnaud Montebourg, il y a le dialogue social, il y a ce qui se passe en France. Il y a aussi ces premières réformes sont regardées de très près par nos partenaires européens. Ça va quand même concerner en France donc un Français sur 5 qui va pouvoir prendre sa retraite plus tôt que prévu. Est-ce que c'est un bon signal envoyé à nos partenaires alors que personne en Europe n'est engagé plutôt dans cette voie? En Allemagne, c'est plutôt 67 ans. Alors qu'en même temps, on cherche probablement à relancer la croissance avec d'autres partenaires européens. Et on a besoin évidemment d'un compromis avec l'Allemagne. Est-ce que c'est un bon signal envoyé à nos partenaires? Envoyons un signal à nos partenaires pour leur dire que l'austérité est un désastre. C'est la ruine de l'Europe. D'ailleurs, le bilan de l'alliance de Mme Merkel et de M. Sarkozy, ou plutôt de la direction européenne par Mme Merkel avec M. Sarkozy assis sur le porte-bagages de Mme Merkel, ça donne 7 pays de la zone euro sur 17 en récession, avec des risques sur un pays, d'ailleurs, qui peut faire exploser le dispositif, c'est-à-dire l'Espagne, parce que les autres pays n'ont pas les moyens de porter secours. La question était, est-ce qu'on peut mener une politique sociale, je dirais, qui ne correspond pas tout à fait aux politiques sociales des autres, et en l'occurrence de l'Allemagne? Est-ce que les pays européens, aujourd'hui, vont continuer à mener des politiques stupidement austéritaires qui sont en train de ruiner la totalité de l'Europe? C'est ce que nous posons comme question. Politique stupidement autoritaire. Non, je vois austéritaire. Excusez-moi, je vois Henri Guénaud qui sourit. L'austéritaire, qui était une invention sémantique tout à fait intéressante. Mais sur le fond, je suis évidemment d'accord. Vous appréciez, semble-t-il. Oui, parce que c'est joli. Je trouve que c'est pas mal trouvé. Sur le fond, personne, en tout cas dans le gouvernement précédent, et le président de la République en particulier, ne voulait l'austérité pour toute l'Europe. L'austérité, c'est jamais une solution. L'austérité qui consiste à baisser les salaires, à baisser les pensions, à faire porter tout l'ajustement sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie, ça n'est jamais une solution, ça tire tout vers le bas. Et la France a freiné autant qu'elle a pu l'engagement trop important dans cette voie. Bon, mais en Europe, nous ne sommes pas tout seul. Vous pensez que cette mesure sera vue de quelle façon par nos partenaires allemands, par exemple? Mais elle ne sera pas vue d'une très bonne façon, mais le problème n'est pas simplement nos partenaires allemands. Le problème, c'est que nous avons d'une part nos partenaires européens, les Allemands en particulier, et nous devons tenir compte de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font. Les Allemands, leur comportement, il est conditionné
par quelque chose sur lequel nous ne pouvons rien, qui s'appelle la démographie. Bon, la démographie allemande leur dicte des comportements en matière économique, sociale, qui leur sont propres et qui sont aujourd'hui un vrai problème pour l'Europe. Alors, arrive-t-on à faire bouger l'Allemagne et résout-on ces problèmes en mettant en scène la dissension ou la dispute franco-allemande? Nous avions fait le choix contraire et je pense que c'était un meilleur choix que celui-ci. C'est-à-dire, l'amitié franco-allemande réaffirmée tous les jours et dans cette ambiance amicale, se battre tous les jours, pied à pied. Et ça a été très dur tous les jours. Personne n'est monté sur le porte-bagages de personne parce que personne n'impose à la France ce qu'elle ne veut pas plus qu'on impose à l'Allemagne ce qu'elle ne veut pas non plus. Donc il faut discuter. Mais plus l'ambiance générale, plus la mise en scène de l'amitié est bien conduite, et plus on peut tous les jours dans la coulisse discuter pied à pied. Alors, c'est un débat, Henri Guénon, donc on va quand même vous laisser Arnaud Montebourg vous répondre sur ce point. Après, je lui redonnerai la parole très rapidement, alors, parce que c'est un débat, mais on a d'un côté nos partenaires, de l'autre côté, on a l'état actuel de la finance mondiale, les marchés, les agences de notation. Moi, je pense que c'est un système de fou, mais ce système de fou, il est là aujourd'hui. Dans l'immédiat, il faut absolument éviter de devenir une cible. Les mesures de ce genre, c'est vrai, peuvent du jour au lendemain transformer la France en cible. Et si on est transformé en cible par la spéculation, eh bien, on sera étranglé et on ne pourra plus rien faire. Réponse d'Arnaud Montebourg. Et puis j'ajoute une question. Je vous laisse répondre sur ce point. Et une question subsidiaire. Est-ce que dans le cadre du grand sommet social qui va avoir lieu, et dans cette idée de justice sociale, vous allez aussi examiner ce que l'on appelle les régimes spéciaux des retraites? En particulier, on peut penser aux conducteurs de la SNCF qui continuent à partir beaucoup plus tôt que les autres. Mais vous répondez d'abord sur l'interpellation l'affaire allemande, parce que pour l'instant, la cible, c'est Mme Merkel. C'est-à-dire qu'au sommet du G8, la totalité des dirigeants du monde se sont tournés vers elle en disant qu'est-ce que c'est que cette stratégie qui consiste à obliger tous les pays à d'abord rembourser leurs dettes, vous allez créer 10 ans d'austérité, pendant que l'Europe va rembourser ses dettes, eh bien tous les autres pays vont investir et créer l'industrie de demain. Donc vous êtes en train d'effacer et de rayer de la carte l'Union européenne sur le plan économique. C'est ce que nos partenaires américains du Nord, du Sud et du monde nous disent. Même les Chinois sont inquiets parce que nous sommes leur premier marché. Et ils ne trouvent plus aujourd'hui de clients. Donc nous sommes aujourd'hui, et Mme Merkel est parfaitement isolée, y compris dans l'Union européenne, à vouloir imposer cette politique austéritaire qui consiste finalement à reproduire les erreurs de l'après-grande dépression de 1929. Il y a eu deux stratégies en 1929. La stratégie des Européens, à l'époque, c'était la politique du président Laval, ce qu'on appelait les décrets-lois de la misère. On diminuait les pensions, en France, on diminuait les salaires et on appauvrissait plutôt que relancer l'économie. Et du chancelier Brüning en Allemagne, nous savons ce que ça a produit comme effets politico-sociaux, et la politique du président Roosevelt du New Deal et de la relance par l'investissement. Eh bien, nous préconisons de renouer avec ces idées-là. Et je dois vous dire que nous sommes soutenus, y compris maintenant, nous entendons ce que dit le président Monti, le président du Conseil italien, ce que dit le président de la Banque centrale européenne, ce que dit M. Van Rompuy. Donc ça bouge en Europe, et pour nous, l'isolement, ce n'est pas la France. Les idées de la France sont aujourd'hui de plus en plus partagées et progressent. Posait Arnaud Montebourg, est-ce que vous allez ou pas réfléchir aux régimes spéciaux des retraites? Mais il n'y a pas de tabou dans le sommet social, donc tout est sur la table. Et la protection sociale est entendue largement. Donc ce qui sera inscrit dans la discussion, c'est ce que les partenaires sociaux accepteront de mettre sur la table. Et j'ai l'impression que l'esprit de ce dialogue est positif et de voir les choses très largement. Donc les régimes spéciaux aussi. Tout y est. D'accord. Alors juste, vous répondez Henri Guénon et puis on passe à la deuxième partie du débat. Je pense que c'est un débat qui mérite d'être poursuivi. Pour une fois qu'on a un débat intéressant, je pense que c'est... D'abord sur les régimes spéciaux, je vous rappelle qu'on a fait la réforme des régimes spéciaux, et si on n'a pas appliqué les 62 ans aujourd'hui aux régimes spéciaux, c'est parce qu'on les a réformés, que les conséquences de cette réforme seront complètement achevées, je crois, en 2017. Et qu'à ce moment-là, viendra le moment pour les régimes spéciaux de réouvrir enfin, dans notre esprit, viendrait le moment de réouvrir le sujet. Mais on ne peut pas prendre des engagements, faire des réformes, et puis pour les régimes spéciaux, et 2 ans après leur dire « Allez, pardon, mais finalement, on recommence ». Donc il y a un problème de gestion dans la durée. Je ferme cette parenthèse, mais on ne les avait pas oubliés du tout. Mais revenons sur le débat qui est le débat.
essentiel. Si M. Montebourg veut redresser la production en France, si on veut faire de la croissance en Europe, si on veut éviter la catastrophe. Et oui, il a raison, pourquoi ne pas le dire? Oui, il a raison sur les politiques de déflation. Si l'Europe devient une zone de déflation, eh bien ça sera une catastrophe. Il n'y aura plus d'Europe, il n'y aura plus d'économie, et il y aura une démocratie qui sera mise en danger en Europe. Tout ça est vrai. Tout à fait juste. Ce qu'il dit sur Laval est vrai. On pourrait rajouter Salazar, Ceausescu, toutes les politiques qui ont consisté à ajuster par la misère, à répondre par la misère aux problèmes économiques. Bon. Donc personne n'en veut, personne n'en a voulu. On peut critiquer la politique de Nicolas Sarkozy, mais ça n'a jamais été une politique qui choisit cette voie. On a choisi la voie de l'effort, pas celle de l'austérité. Mais nous ne sommes pas seuls. Et les problèmes les plus importants, on ne va pas les résoudre en sautant sur sa chaise, comme disait le général de Gaulle, et en disant « nous avons raison, il faut faire de la croissance ». La question centrale, par exemple, sur laquelle M. Montebourg est passé un peu rapidement, c'est celle de la Banque Centrale Européenne. Alors oui, on n'est pas seul. Non, mais c'est le sujet. C'est le sujet le plus important. Donc un mot quand même. Henri Guénaud, c'est on va continuer le débat sur ce thème, mais on va le prendre par un autre angle, si j'ose dire, mais un angle important parce que c'est la priorité. C'est quand même absolument essentiel. Sinon, il ne va pas redresser grand-chose. Mais on va continuer le débat, vous allez voir, Henri Guénaud, on va continuer le débat sur ce thème, mais on va le prendre par un autre angle, donc, qui est quand même la priorité des Français. Il s'agit de leur emploi, et c'est le thème de la seconde partie de notre débat. Et sur ce point, eh bien, les chiffres se succèdent et ils sont très mauvais. Nous avons atteint la barre des 10% de chômeurs, plus mauvais chiffre depuis 13 ans. Sur ce point, question de Luc Bronner du Monde. Arnaud Montebourg, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, a pris une position assez ferme il y a quelques jours en s'alarmant de la situation de l'économie française, en notant notamment un affaiblissement des carnets de commandes, une situation des trésoreries des entreprises extrêmement difficile. C'est vrai, vous qui êtes en charge du redressement productif, la situation se dégrade à cette vitesse-là? Je partage l'inquiétude exprimée par le MEDEF, tout comme par la CGT. La CGT nous a transmis une liste de plans sociaux. 45 000 emplois menacés selon la CGT. Menacés. Je considère ces appréciations parfaitement crédibles. Et l'inquiétude exprimée par le patronat me paraît partagée par finalement ce que nous voyons sur le terrain. Quelles sont les mesures d'urgence que vous pouvez prendre? D'abord, le crédit. Car aujourd'hui, il y a un problème de financement de l'économie. Nous sommes à peu près dans la même situation que celle sur le plan du crédit nous avons eu à connaître après l'effondrement de Lehman Brothers, où il y a eu une crise de liquidité. Et les chefs d'entreprise nous disent sur le terrain qu'ils n'accèdent plus au crédit. Donc vous avez des entreprises saines, performantes, viables, qui n'arrivent pas à se financer. Donc notre choix est d'abord de reconstruire le système financier en urgence. C'est le choix exprimé par le président de la République, qui nous a demandé à Pierre Moscovici et moi-même de bâtir en urgence la banque publique d'investissement qui va permettre... Ce sera quoi le calendrier là-dessus? Le calendrier, c'est très rapide. C'est-à-dire nous allons préfigurer cela au début de l'été et à la rentrée, nous aurons déjà les premiers éléments sur la table pour qu'elle soit opérationnelle à la fin de l'année. Donc cette banque publique d'investissement est une réponse pour nous d'urgence. Il est fortement probable, et nous avons fait étudier cela à Bercy, que, comme l'a demandé le président de la CGPME, nous envisagions que Oseo soit mis à nouveau à contribution pour aider les entreprises à se financer. Les PME qui ont une autre demande concernant des dégrèvements de cotisations sur la valeur ajoutée, c'était une promesse de François Hollande et du Parti socialiste de supprimer l'équivalent de 3 milliards d'euros d'aide aux PME. Le gouvernement est visiblement en train de changer d'opinion sur ce point-là. Ce sont des demandes fiscales qui sont traitées dans le collectif budgétaire. Nous y reviendrons à ce moment. Mais là, nous sommes dans le fonctionnement de l'économie indépendamment. Indépendamment, nous travaillons en effet à répondre au risque d'asphyxie de l'économie qui existe aujourd'hui. Et c'est un des symptômes de cette récession que nous sommes en train de vivre, provoquée par le refus des politiques de croissance sur lesquelles la bataille politique, diplomatique au plus haut niveau mondial est engagée dans l'Union européenne. Et on revient à ce qu'on disait précédemment, juste sur la banque publique d'investissement, votre point de vue, Henri Guénaud? Mon point de vue, il est très simple. Nous avons fait Oseo, nous avons fait le FSI, nous avons fait le grand emprunt contre lequel le Parti socialiste a voté. Donc moi, je suis tout à fait favorable à ce qui est une banque publique d'investissement, si elle apporte quelque chose d'intéressant par rapport à ce qui existe déjà. Oui, c'est un enjeu pour les années à venir de créer de nouveaux circuits de financement qui ne passent pas par les marchés financiers, qui ne sont obsédés que par le profit à court terme. C'est-à-dire on redécouvre les leçons que nous avions tirées de la grande crise des années 30. Donc nous verrons le projet, s'il est
constructif et intelligent, eh bien, on ne fera pas ce qu'on fait selon les socialistes il y a quelques années, c'est-à-dire on ne votera pas forcément contre ce projet. Mais encore une fois, on a déjà fait beaucoup. Ce qu'on a fait c'est exactement aussi les réponses qu'on a apportées au moment de la crise de liquidité de 2008. Il y a un point sur lequel juste une vous chose allez... quand même. Allez-y. Je reviens sur... Vous ne pouvez pas traiter non plus ces problèmes sans vous occuper de la manière dont la Banque Centrale Européenne va régler le problème des liquidités. Sinon, vous n'aurez pas le système bancaire. Et si le système bancaire s'effondre, eh bien, vous pourrez faire toutes les banques d'investissement que vous voulez. Et de toute façon, ce sera une catastrophe. Il faut quand même avoir conscience de cela. Et moi, je suis très frappé par le discours d'Arnaud Montebourg et du gouvernement. On redécouvre, et tant mieux qu'il y a une crise. Mais une crise qui n'est pas juste la crise de la politique de croissance en Europe, qui est une crise qui vient de plus loin, de plus profond. Et la question n'est pas simplement de faire une politique de croissance, mais savoir comment on répond à cette crise, comment on l'affronte. À cette crise de liquidité. Alors je demande pas comment on y répond. seulement de liquidité, c'est la crise sur ce point précis, Henri Guénaud, comment vous y la crise répondez? de l'endettement, elle existe, donc il faut y répondre. On a passé toute la campagne à faire comme s'il n'y avait pas de crise. Chaque fois qu'on disait, bah oui, il y a la crise, on voyait au nez. Et bien voilà. Maintenant, autour du gouvernement, je vois bien qu'aujourd'hui, et heureusement, plus personne ne rit quand on parle de la crise. Il faut savoir dans quelles difficultés nous avons gouverné et dans quelles difficultés le gouvernement actuel va devoir gouverner. Alors, il y a un point sur lequel vous serez... Tout à fait, mais il y a un point sur lequel vous serez probablement... Parce qu'on vous a entendu finalement d'accord sur au moins le diagnostic. Il y a un point sur lequel vous allez être probablement, et vous êtes en réalité en désaccord, c'est sur les modalités de la relance et en particulier sur l'augmentation du SMIC. Donc sur ce point, et puis vous pouvez associer à cette question la réponse à Henri Guénaud. D'abord, notre choix, c'est celui de réarmer la puissance publique. Qu'est-ce que la banque publique ? Et c'est le moyen d'abord de réformer le système financier qui aujourd'hui est dans la main des marchés financiers. Donc finalement, c'est de retrouver des marges de manœuvre pour financer notre économie indépendamment du système financier qui a perdu la tête et sur lequel nous allons prendre des mesures en effet extrêmement draconiennes et sévères. Lorsque nous constatons que nous avons un atout extraordinaire à la mondialisation, c'est notre taux d'épargne qui part à coup de défiscalisation dans l'assurance vie. L'assurance vie des Français, c'est leur matelas, j'allais dire, d'assurance et assurantiel en quelque sorte. C'est leur épargne. 1600 milliards. Cet argent part dans les circuits de financement internationalisés et dérégulés. Notre choix est de le ramener sur le financement de notre économie. Nous allons inventer avec la banque publique, le livret d'épargne industrie, les circuits courts, comme dans l'agriculture. Ce que vous épargnez, vous saurez que ça finance la PME que vous connaissez sur votre territoire, que vous aimez, dont vous consommez les produits, qui embauchent vos voisins, peut-être vos enfants. Donc c'est un choix finalement de réarmement de la puissance publique. Je voudrais également dire que ce que dit sur la Banque centrale M. Guénaud est parfaitement justifié. D'ailleurs, ce combat-là ne fait que commencer. Nous ne pourrons pas survivre en Europe et l'euro ne pourra pas survivre si la Banque centrale européenne ne fait pas le travail de toutes les banques centrales au monde. C'est-à-dire du SMIC n'est pas contradictoire en termes de compétitivité pour les entreprises françaises. Elle reste raisonnable et modérée. Quel est le niveau raisonnable pour vous d'une augmentation du SMIC c'est-à-dire c'est un compromis, c'est-à-dire qui accorde du pouvoir d'achat pour maintenir quand même une activité économique suffisante. D'ailleurs, il est intéressant d'entendre le président de l'UPA, des artisans de France, c'est la première entreprise de France, plus d'1 million d'emplois, qui dit nous avons besoin pour que nos clients continuent à nous passer des commandes. Et en même temps, ça ne peut pas déstabiliser l'appareil productif qui a besoin en ce moment d'être préservé et protégé. Donc vous voyez que c'est un compromis. Raisonnable et mesuré, c'est quoi? Eh bien, le Premier ministre vous donnera, le Premier ministre qui est chargé de faire cet équilibre, parce qu'il est le premier des ministres, il est chargé d'équilibrer les points de vue, vous donnera la réponse du gouvernement tout entier dans les jours, semaines qui viennent. Voilà. Sur la hausse du SMIC, est-ce que c'est ce coût du travail sur lequel, effectivement, on sait qu'il y a une différence de position entre vous deux? Qu'est-ce que vous pensez de cette hausse de SMIC? Est-ce que c'est un coup de pouce qui, finalement, est assez raisonnable? S'il est raisonnable et mesuré, est-ce que vous signez, Henri Guénaud? Non, ça n'est pas raisonnable de vouloir augmenter le SMIC. Tout ce qui augmente aujourd'hui le coût du travail, et en particulier pour les plus fragiles, ceux qui sont le moins formés, est une erreur. Voilà, dans la situation où nous nous trouvons. Pourquoi c'est une erreur pour les plus fragiles et moins formés? Mais parce que c'est pour eux une catastrophe que le coût du travail augmente. Ce sont ceux dont la productivité est la moins forte pour l'entreprise. Donc chaque fois qu'on augmente un peu le coût du travail, eh bien l'entreprise a tendance à ne pas les embaucher ou à les débaucher ou à délocaliser le travail. Donc
Tout ce qui augmente le coût du travail aujourd'hui est mauvais pour l'économie, mais mauvais pour les salariés eux-mêmes, mauvais pour l'emploi. Alors, évidemment, tout le monde veut que le pouvoir d'achat augmente. La question est de savoir comment on s'y prend. Tout le monde veut de la croissance, tout le monde veut répondre à la crise. Moi, ce qui me frappe, c'est cette idée qu'on peut répondre à la crise, aux problèmes de pouvoir d'achat, à l'injustice sociale, uniquement par des mesures d'économie administrée. Je crois que ça n'est pas une bonne façon de prendre le problème. Je crois qu'il faut prendre le problème par les causes. Alors très bien, la Banque de l'Industrie, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Les circuits de financement, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. La hausse administrative du SMIC. Alors le coup de pouce, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, va à l'encontre du bon sens économique, parce que d'abord, on smicardise de plus en plus la société en donnant des coups de pouce, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans la catégorie des smicards, et ça veut dire qu'on a une part de plus en plus grande des salaires qui sont fixés administrativement. Ça n'est pas tenable. Vous savez, il y a des licenciements. Va-t-on interdire les licenciements? Bon, alors on me dit, il y a les licenciements boursiers. On va interdire les licenciements boursiers. On va interdire les délocalisations. Vous parlez, Henri Guénaud, d'économie administrée. Quand vous avez... J'ai une question. Vous parlez d'économie administrée. Voilà. Quand on vous a interrogé sur la manière dont avait été qualifié le ministère dont a hérité Arnaud Montebourg, vous avez dit « Oh, le ministère du redressement productif, ça me fait penser à maison de redressement oui, ». C'est ce que vous vouliez dire? C'était une boutade. Alors, Arnaud Montebourg. Il serait peut-être nécessaire, en effet, qu'on ait quelques maisons de redressement, parce que quand ça va mal, et l'économie, notamment l'industrie, dans chute libre. Une maison de redressement économique. Non, mais vous envoyez les banquiers, vous me entreprises. Non, je ne crois pas que ce soit ça qui est à l'ordre du jour. Redresser, c'est relever ce qui est à terre. Nous avons perdu en 10 ans 750 000 emplois industriels. On peut quand même être sérieux en regardant ça. La part de la richesse nationale industrielle est tombée à 14%. C'est-à-dire qu'au niveau du Royaume-Uni, qui est un pays notoirement désindustrialisé, nous étions à 25% il y a 10 ans, quand Lionel Jospin a quitté le pouvoir. Donc vous voyez quand même que... Le droit du travail. Mais je voudrais terminer ce point. Il faut libéraliser le marché du travail. Non, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps, messieurs. Excusez-moi. Vous avez raison, voilà un point d'accord. Mais je ne peux pas tout faire. Alors, donc laissez-moi déjà répondre à votre première question avant d'aborder la deuxième. Vous avez raison, Arnaud Montebourg. Donc nous avons quand même perdu 900 usines en 3 ans. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont parfaitement performantes et rentables qui, dans des plans sociaux que je considère et qui sont reconnus par tout le monde comme étant abusifs, décident de privilégier la rentabilité excessive du capital au détriment des outils de travail, de l'emploi et de l'industrie. Est-ce qu'il n'est pas de notre responsabilité de faire le tri entre ce qui est inéluctable, c'est-à-dire une entreprise qui fait faillite, qu'on n'arrive pas à garder en vie, où là, finalement, on passe au plan social, c'est-à-dire à la façon d'atténuer les conséquences humaines de cette mauvaise nouvelle, et distinguer ce cas-là des entreprises qui sont en pleine forme et qui pourtant ferment des entreprises sur notre territoire parce qu'elles voudraient des retours sur investissement de 14 ou 15%. Il y a beaucoup de cas en ce moment. Donc notre choix est de ramener finalement la finance qui a pris le pouvoir dans ces entreprises à la responsabilité et de modérer leurs excès. Notre choix, c'est un choix de rééquilibrage où la préférence collective de notre pays est pour l'industrie et non pas la finance. En fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Et je pense que M. Guénaud ne nous désapprouvera pas. Nous sommes en train, pierre après pierre, ça va être long, difficile, passer d'un modèle libéral financier, c'est-à-dire où l'argent, la finance, exerce le pouvoir et a le droit de tout faire, à un modèle entrepreneurial, industriel et patriotique. Alors, Arnaud Montebourg, comme Henri Guénaud, dans 2 jours, il y a les élections législatives, on ne va quand même pas les oublier. Et c'est la 3e et dernière partie de notre débat. Avec des sondages qui se sont succédés cette dernière semaine, ils donnent tous une victoire de la gauche, mais Gilles Leclerc, eh bien ces tout derniers jours, la gauche semble quand même se tasser. Sur ce point, d'abord, Henri Guénaud, pour vous qui êtes un gaulliste de conviction, est-ce que c'est pas un peu bizarre de militer au fond pour un résultat qui pourrait ressembler ou être une cohabitation? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est une question que je ne comprends pas qu'on me pose genre partout. Je vais. Ah oui, mais enfin, excusez-moi, moi je suis en tant que gaulliste pour la Constitution de la Ve République. La possibilité de la cohabitation, elle est dans la Constitution. Alors quand on est dans la situation où M. Montebourg aujourd'hui, on est contre la cohabitation. Quand on est dans la situation de M. Jospin il y a quelques années, et qu'on est socialiste, on est pour tout ça. Non, mais vous êtes pour quoi? Mais j'ai toujours été pour, depuis une discussion que j'ai eue avec Michel Debré dans les années 80, qui m'a dit, écoutez,
j'étais jeune. Voilà. On est en temps de crise. Est-ce que ce ne serait pas compliqué pour le pays? Mais non, c'est pas compliqué pour le pays. La majorité parlementaire, au fond, elle choisit son gouvernement et c'est la politique de la majorité parlementaire qui s'applique quand il y a une distorsion entre le président de la République et le Parlement. C'est un régime parlementaire. Voilà, M. Jospin a parfaitement pu gouverner pendant 5 ans. Personne ne lui a contesté ce droit, sous réserve de respecter les prérogatives du président de la République. Donc les Français choisiront. C'est normal. Sinon, il faut changer la Constitution. La cohabitation, elle est possible. C'est donc aux Français, puisqu'il y a des élections législatives, de le choisir. Je ne vais pas aller devant les électeurs en leur disant, écoutez, votez pas pour moi parce qu'il faut donner une majorité à M. Hollande. Enfin, c'est absurde. J'y vais parce que je suis contre le programme, même si je trouve M. Montebourg très, très sympathique et plein d'allant, et je trouve admiratif qu'il ait envie de se battre pour redresser le système productif. Je ne suis pas d'accord avec le programme économique, je ne suis pas d'accord avec les moyens, je ne suis pas d'accord avec les instruments. Je pense qu'on peut pas... Bien sûr, il a raison sur le capitalisme financier, sur tout ça, mais on ne le fera pas de cette manière, c'est-à-dire en s'attaquant administrativement et judiciairement aux conséquences. Il faut s'attaquer aux causes, sinon c'est voué à l'échec, ça sera même contre-productif. On aura le résultat inverse de celui que l'on recherche. Gilles Leclerc. Arnaud Montebourg, on voit, en tout cas les sondages le montrent, qu'il y a apparemment un fort risque d'abstention. Vous aviez milité, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, pour une 6e République, vous aviez écrit un certain nombre de choses. Est-ce que vous seriez partisan, tout simplement, de faire coïncider les dates des élections présidentielles et législatives pour justement diminuer ce risque d'abstention, ou peut-être raccourcir le délai entre les deux scrutins? Écoutez, en dehors du fait que je ne commente pas les sondages, que les sondages concernent 1000 personnes, les élections concernent 40 millions. Donc, pour la 6e République. je dois vous dire que qu'est-ce que le projet de 6e République que j'ai toujours défendu? C'est le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs et qu'on puisse discuter, même dans la même famille politique, donc un Parlement plus libre, moins soumis aux impulsions de l'exécutif, une autorité judiciaire reconstituée, disposant du pouvoir de contrôler les autres pouvoirs, un système médiatique, j'allais dire, solidifié, disposant finalement d'une sorte d'indépendance garantie par rapport soit aux puissances financières, soit au pouvoir politique. Bon, et des collectivités territoriales agissant, disposant de pouvoir sur le territoire. C'est ça le projet de 6e République. Et le projet... Ce risque d'abstention, est-ce qu'on pourrait corriger ça à l'avenir? C'est-à-dire que l'inversion du calendrier, vous vous souvenez, c'était une réforme il y a 10 ans, qui a consisté finalement à faire coïncider l'élection présidentielle législative, fait de l'élection législative une sorte de poursuite de l'élection présidentielle. D'ailleurs, imaginez si nous n'avions pas la majorité, dans quelle crise politique nous serions. Parce que la cohabitation, elle arrivait généralement après un certain délai d'exercice du pouvoir à l'époque du septennat du président de la République. Là, aujourd'hui, imaginez, on a un président de la République qui vient d'être élu, qui a une légitimité neuve, sans appel, et un Parlement qui viendrait le contredire. Alors, le chef des armées qui veut rapatrier nos hommes, dont beaucoup sont morts pour la France en Afghanistan, serait contredit par le Premier ministre qui dispose de la défense et qui lui-même voudrait les laisser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la crise politique. Arnaud Montebourg, vous parlez beaucoup. C'est-à-dire qu'on a la crise économique, la crise européenne, maintenant la crise politique en France. Je pense que morale, Arnaud Montebourg, je pense à la situation actuelle du Parti socialiste qui est confronté quand même à une série d'affaires importantes à Marseille, avec le cas aussi de François Pupponi à Sarcelles qui est mis en cause par la police pour probablement des abus de biens sociaux. C'est le cas dans le Nord. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'il faut une opération main propre au Parti socialiste sur ces affaires? D'abord, il y aurait crise morale s'il y avait refus de faire le ménage. Or, toute la politique de la rénovation dont j'étais en charge, qui a été suivie par Martine Aubry après moult impulsions, stimulations de ma part, a été qu'on fasse le ménage. Donc on fait le ménage. Un élu qui est pris dans un écart lié à l'exercice de ses fonctions doit finalement ne pas être soutenu par le parti politique. Ça a été le cas avec M. Guérini, qui a été exclu. C'est le cas de M. Kucheda, qui a été exclu. C'est le cas avec Mme Andrieux, qui a été privée de son investiture. Et ce sera le cas de quiconque a des difficultés de cette nature. Car nous ne voulons pas que notre travail, notre œuvre de redressement national de notre pays soit abîmé par des écarts individuels. C'est tout, c'est aussi simple. Donc il n'y a pas de crise morale. Alors, si la justice est libre d'enquêter, elle enquêtera, et c'est ce que nous voulons faire. Elle enquêtera sur tous ceux qui commettent des infractions
à la loi. Pas de crise morale selon Arnaud Montebourg. On va interroger Henri Guénaud sur ce point. Il nous reste 1 minute précisément. Moi j'ai juste une petite question. Roland Chassin, candidat UMP aux législatives dans les Bouches-du-Rhône, qui appelle à une alliance avec le Front National. Henri Guénaud, est-ce qu'il faut l'exclure, oui ou non? Oui, moi je l'ai eu au téléphone parce que c'est une ville qui m'est chère. Apparemment, c'est pas exactement sa position. Donc moi, n'ayant pas entendu ce qu'il a dit publiquement, clairement, je ne commenterai pas ses propos. Il a expliqué que pour lui, le Front Non, républicain, oui. ça ne pouvait pas exister. C'est ce qu'il a Oui, expliqué c'est dans une autre interview chose. donnée C'est à autre Minute. chose, le Front républicain. On l'a compris comme ça. Non, le Front républicain, c'est pas une alliance avec le Front National. Ça Donc veut dire vous demandez des qu'on n'appelle éclaircissements. pas forcément D'accord. à voter pour celui qui est contre le Front National. Il reste 30 oui, secondes, deux Henri Guénaud. remarques pour répondre. D'abord, il a beaucoup de talent, Monsieur Montebourg, parce que il nous fait passer la 6e République moderne. Avec la 6e République moderne, il nous fait repasser la 4e République. Bon, ce qui est c'est très. Une vieille critique Oui. éculée et Oui, sans mais fondement. c'est vrai. Un mot C'est encore, la Henri Guénaud. c'est la 4e République. 15 secondes de débat. Vendu avec beaucoup de talent. Et puis deuxièmement, il est pour les contre-pouvoirs partout, mais il est quand même pour que le Parti Socialiste ait tous les pouvoirs. Voilà. On les a pas volés, hein. C'est le suffrage Ah, mais j'ai pas dit universel que qui vous nous les les a J'ai dit que offerts, donnés. Oui, c'est très bien. C'est contradictoire, mais vous vendez cette contradiction, encore une fois, avec un grand talent. Messieurs, Et c'est quand même une contradiction. merci beaucoup pour ces conclusions. C'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat de 2012.